sommaire de cette édition présidentielle à Zanzibar, l'opposition a critiqué la décision de la commission électorale d'organiser 2 journées de vote. L'opposant Martin Fayulu a appelé à une marche pour l'unité et l'intégrité de la République démocratique du Congo. Pour lui, le découpage territorial est la première étape d'une balkanisation du pays. Et puis le roi Mohamed VI a appelé ce vendredi à la mobilisation générale face à une crise sanitaire sans précédent qui a profondément affecté l'économie du Maroc. C'est le week-end et c'est un plaisir de vous retrouver à toutes et à tous. Bienvenue. À 3 semaines de la présidentielle en Côte d'Ivoire, les centrales Dignité, UGTCI et FESA-CICG ont demandé instamment au président Alassane Ouattara de créer un cadre consensuel pour le déroulement d'élections crédibles, inclusives, transparentes et apaisées, dont les résultats seront acceptables par tous. Ils ont fait cette demande dans une déclaration commune lue par Mamadou Douya Traoré, le secrétaire général de la FESA-CICG, lors d'un point de presse. Lundi dernier, la plateforme nationale, un autre grand syndicat ivoirien, a demandé de son côté le report de la présidentielle du 31 octobre prochain, affirmant avoir les moyens syndicaux pour faire bouger les choses. La crainte de violences électorales meurtrières est forte en Côte d'Ivoire, 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011, qui avait fait 3000 morts après le refus du président Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite électorale face à Alassane Ouattara. En Tanzanie, les tractations pour la présidentielle du 28 octobre prochain se poursuivent. La commission électorale a prévu 2 jours de vote à Zanzibar. Une décision critiquée par le parti d'opposition ACT qui accuse la commission électorale de vouloir aider le CCM, le parti présidentiel, de toutes les manières possibles. Je vous invite à suivre le candidat du parti ACT. On our side, we think that we have conducted a very good, successful campaign. De notre côté, à l'ACT, nous pensons avoir mené une très bonne campagne, couronnée de succès, et je tiens à féliciter la police. Ils se sont bien comportés cette fois-ci et ils ont essayé d'être justes à la fin. Mais nous avons toujours un problème et le problème est avec la commission électorale de Zanzibar. Vous trouvez que la commission est obligée d'aider le CCM de toutes les manières, donc nous ne sommes pas heureux de la façon dont ils agissent. So, we're not happy with the way they are conducting. Tanzania has 29 million voters. La Tanzanie compte 29 millions d'électeurs et ils votent tous en un jour. Ici, nous avons moins de 500 000 personnes 2 jours. Je ne vois aucune raison à cela si ce n'est pour truquer les élections parce qu'ils veulent le premier jour pour eux-mêmes avec des forces armées. Ils voteront tous ce jour-là et le deuxième jour, ils voteront à nouveau. Donc, nous n'accepterons pas cela. L'opposant Martin Fayulu a appelé à une marche pour l'unité et l'intégrité de la République démocratique du Congo. Pour lui, le découpage territorial qui a permis au pays de passer de 11 à 26 provinces est la première étape d'une balkanisation de la République démocratique du Congo. Il a également appelé à la création d'un tribunal pénal international pour tous les crimes commis dans le rapport Mapping. L'installation tapageuse des Minembwe en commune rurale doit être comprise comme une tentative d'officialisation de la matérialisation de l'occupation de notre pays et donc le début du processus de sa balkanisation physique. Non, c'est certainement parce que le pacte ou deal Joseph Kabila, Félix Tshisekedi a donné à ces derniers le mandat de mise en œuvre par défi du plan de balkanisation de notre pays. Comme peuple, nous n'accepterons pas cette humiliation et nous allons nous y opposer énergiquement. Si aujourd'hui, nous baissons le bras et nous laissons Minembwe entre les mains de ses occupants, demain, nous n'aurons plus de pays. Nous serions le premier peuple d'Afrique à être asservi, occupé et colonisé par un autre
peuples d'Afrique. Je lance un appel vibrant et solennel à toutes les Congolaises et à tous les Congolais pour une marche d'unité nationale et de défense de l'intégrité territoriale. C'est mercredi 14 octobre 2020, principalement à Kinshasa et à Uvira, ainsi que dans d'autres villes de la République. De toutes mes forces, je soutiens et je demande à tous les Congolais de soutenir l'initiative lancée par le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, celle de la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. On reste en République démocratique du Congo où le président Félix Tshisekedi a temporisé ce jeudi sur le dossier explosif d'une localité en grande majorité peuplée de Congolais Tutsis. Cette affaire attise depuis une semaine un ressenti anti-rwandais dans toute la République démocratique du Congo. En déplacement à Goma sur les questions de sécurité, le chef de l'État était attendu sur la question qui passionne tout le Congo, l'octroi du statut de commune à part entière à Minembwe, une enclave rurale dans les hauts plateaux de la province du Sud Kivu. Les Congolais Tutsis Banyamulenge de Minembwe affirment être installés dans la région depuis des générations. D'autres communautés les soupçonnent d'être en faveur du Rwanda, de s'approprier leurs terres et de menacer les pouvoirs coutumiers ancestraux. Les Banyamulenge et les autres communautés se livrent un conflit par milices interposées. La décision d'élever définitivement Minembwe au rang de commune à part entière a été encouragée par le ministre de la Décentralisation, lui-même Banyamulenge, le 28 septembre. Cette décision administrative suivie de l'installation du maire et de son adjoint a réveillé dans l'esprit de nombreux Congolais le spectre d'une balkanisation de l'Est de la RDC au profit de ses voisins, à commencer par le Rwanda. Je ne peux pas laisser un peuple, surtout le mien, un peuple au Congo, en danger. Voilà pourquoi j'ai décidé de purement et simplement annuler ce qui a été fait jusqu'ici. Il n'est pas question de se débarrasser d'une communauté et d'en laisser d'autres. Il est ici question du vivre ensemble. Et ça, c'était possible à une certaine époque. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ça ne peut plus l'être. J'ai toujours, depuis que je suis à la tête de la République démocratique du Congo, prôné et proposé à nos voisins, c'est-à-dire d'effacer un peu cette page noire de nos relations, de la tourner quasiment et de parler d'autre chose plutôt que de tensions, de guerre, de haine. Le maire de Minembwe et la majorité des habitants de cette localité sont des Congolais Tutsis rwandophones dont les milices sont en conflit avec des groupes armés d'autres communautés. On parle santé dans cette édition. Les autorités tunisiennes ont décidé de réinstaurer à partir de jeudi un couvre-feu nocturne dans le Grand Tunis durant 15 jours. L'objectif est de tenter de limiter la flambée des contaminations de l'épidémie de Covid-19. Durant 15 jours, la circulation sera interdite de 21h à 5h du matin en semaine et de 19h à 5h le week-end, a précisé le gouverneur de Tunis. Selon la même source, les souks hebdomadaires dans le Grand Tunis seront fermés et la prière du vendredi suspendue durant ces 15 jours. Cette décision a été prise à la suite de l'augmentation considérable du nombre des malades ces dernières semaines, avec plus de 1000 cas par jour, selon les statistiques officielles du ministère tunisien de la Santé. Un couvre-feu a été déjà réinstauré le 1er octobre dans les régions côtières de Sousse et de Monastir. Le Grand Tunis est une pôle géographique majeure qui comprend 4 gouvernorats, Tunis, Benarous, Ariana et Manouba, de plus de 1,3 million d'habitants, presque 10% de la population tunisienne, selon les dernières statistiques officielles de 2014. Les appels à prendre des mesures de prévention plus strictes se multiplient de plus en plus sur les réseaux sociaux et des professionnels de la santé ont tiré la sonnette d'alarme alors que le nombre de personnes en réanimation a atteint 124. Depuis début mars, la Tunisie a enregistré 24 542 cas de Covid-19, dont 364 décès. La majorité des cas ont été recensés après l'ouverture des frontières le 27 juin. Dès l'apparition des premières contaminations en mars, les autorités ont pris des mesures strictes, imposant notamment un couvre-feu national, un confinement général obligatoire et la fermeture des frontières.
à maintes reprises, le Premier ministre Hichem Mechichi a exclu un retour à un confinement général de tout le pays. Au Maroc, le roi Mohamed VI a appelé ce vendredi à la mobilisation générale face à une crise sanitaire sans précédent qui a profondément affecté l'économie du pays. Il a annoncé un plan de relance de l'économie. Mohamed VI, roi du Maroc, dit placer la relance de l'économie et le renforcement de la protection sociale en tête des défis urgents pour faire face aux effets de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus lors de l'ouverture de la session du Parlement. Le pays a atteint vendredi un record de contamination au Covid-19 avec 3 445 nouveaux cas, portant le total des contaminations recensées à 146 398, dont 2 530 décès selon le dernier bilan officiel. Fin septembre, la Banque centrale marocaine a aggravé ses prévisions de récession pour 2020, tablant sur une contraction de 6,3% liée au redémarrage plus lent que prévu des activités et à la fermeture quasi totale des frontières qui a plombé le tourisme alors que la sécheresse affecte le secteur agricole. Le nouveau contrat social prévoit notamment d'ouvrir la couverture médicale de base à 22 millions de bénéficiaires actuellement sans filet, les droits à la retraite pour 5 millions de travailleurs encore exclus du dispositif et des allocations familiales pour 3 millions de familles et 7 millions d'enfants en âge scolaire selon le roi Mohamed VI. L'état d'urgence sanitaire en vigueur depuis la mi-mars a été prolongé jusqu'au 10 novembre prochain. Et puis aux États-Unis, l'ouragan Delta a atteint ce vendredi en début de soirée les côtes de la Louisiane, État déjà sévèrement frappé par les intempéries depuis plusieurs mois. Delta a touché terre près de la ville côtière de Cameron vers 18h heure locale, 23h GMT, en catégorie 2 sur une échelle qui en compte 5, avec des vents allant jusqu'à 155 km/h selon le Centre national des ouragans. L'ouragan est devenu la 10e tempête portant un nom a frappé les États-Unis cette année, un chiffre encore jamais atteint. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous en compagnie des programmes de Sika TV.